Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle review de The Elusive Samurai. On continue les aventures de Tokiyuki et ses alliés avec les chapitres 98 à 108, correspondant au tome 12, qui est sorti le 23 février. Un tome important, car avec le suivant, il marquera un véritable tournant dans le récit. Après avoir glorieusement reconquis Kamakura et un réveil plutôt joyeux, grâce au panorama de la ville visible depuis la chambre de Tokiyuki, ce dernier va devoir d'abord s'acquitter de sa tâche de nouveau leader de la cité, avec de nombreux commandants venus le féliciter pour sa victoire. C'est là qu'on se rend compte que tous n'ont pas trahi les Hojo et que nombre d'entre eux sont ravis du retour de l'héritier du shogunat. Cette rencontre aurait de quoi être stressante pour un garçon d'à peine 10 ans, mais ici il n'en est rien. Tokiyuki s'exprime parfaitement bien et tient avec brio sa place de leader. C'est donc ici qu'on voit la somme de toutes ses expériences, acquises depuis 2 ans, mais aussi ce qu'il a vu du temps de son père, qui était à sa place, exactement à la même place. Donc malgré qu'il refusait cet héritage, Tokiyuki en a tout de même bien assimilé le protocole. C'est donc encore une excellente mise en scène de Yusei Matsui pour montrer l'évolution de son héros. Après ce discours réussi, en bon dirigeant, Tokiyuki s'offre un bain de foule où il est un peu surpris de voir que le peuple l'acclame avec ferveur et que 2 ans de règne Ashikaga n'ont pas suffi à entamer la popularité du clan Hojo. Ensuite, Tokiyuki va faire face au revers de la médaille de sa position, la nombreuse paperasserie qui existe l'administration d'une ville comme Kamakura. L'héritier Hojo est vite perdu dans les limbes de la bureaucratie, mais heureusement pour lui, son oncle Yasue et d'autres sont là pour prendre le relais. On voit donc bien que les alliés de Tokiyuki ont bien prévu l'après-conquête, ce qui permet alors au jeune garçon de pouvoir déléguer ce travail compliqué et de pouvoir faire visiter Kamakura à ses amis. Au passage, Yusei Matsui ne résiste pas à nous apprendre que le code légal Hojo, appelé Formulaire des adjudications, et créé par l'ancêtre de Tokiyuki, Yasutoki, en 1232, ne fut abrogé que pendant l'ère Edo, donc celle de 1600 à 1868, ce qui est plutôt remarquable tout de même, malgré la chute brutale des Hojo et les nombreux règnes qui se sont succédés ensuite. D'ailleurs, l'évocation de l'ère Edo est intéressante car Yusei Matsui déclare aussi qu'avant l'ère Edo, aucun règne n'arrivera à maintenir une paix aussi longue que celle qui a eu sur l'ère de Kamakura, dirigée de fait par le clan Hojo. C'est aussi donc une sacrée performance, même si bien sûr le règne ne fut pas exempt de reproches. C'est pour ça qu'il y a des révolutions après, mais quand même, ce n'est pas rien. C'est donc là une excellente intervention du professeur Matsui pour nous apprendre quelque chose d'intéressant et assez rapidement, car ça se fait vraiment en quelques petites cases. Ça, j'aime bien ces petits ajouts historiques entre 2 actions. Mais revenons à Tokiyuki, qui a donc été libéré de ses charges et qui commence donc son tour de Kamakura par un endroit symbolique. Le site de l'ancien temple Tosho, où Takatoki, son père, ainsi que 800 membres du clan Hojo se sont suicidés suite à leur défaite face à Nitta Yoshizada en 1333. C'est donc le temple qu'on voit en feu dans le premier chapitre. D'ailleurs, on voit Tokiyuki, qui voit son père mort et avec le temple en feu, c'est exactement le même endroit, sauf que là, il n'y a plus que des ruines. Ce recueillement de Tokiyuki est donc une page qui se tourne car il y a 2 ans, le jeune garçon a dû quitter Kamakura précipitamment sans pouvoir honorer la mémoire de ses proches décédés, et c'est maintenant chose faite. Il y a donc là un sentiment d'accomplissement assez intense, je trouve, et ce sentiment va perdurer dans les quelques chapitres qui vont suivre. Il est aussi à noter que ce site mémoriel est toujours présent de nos jours, même si l'endroit est assez discret. D'ailleurs, il ne reste plus grand chose, il y a juste une petite caverne avec une petite commémoration, mais voilà, je pense qu'on pourrait passer à côté sans problème. Donc il n'y a plus de temple, il n'y a plus rien, mais il y a quand même encore une petite stèle qui marque l'endroit où Tokiyuki s'est recueilli et où son père est mort. Donc après ce recueillement, il est temps de passer aux réjouissances et Tokiyuki se transforme alors en guide touristique, connaissant jusque familièrement des célébrités de l'époque, comme le moine Yoshida Kenko, célèbre poète de son temps, ou encore le forgeron Masamune, célèbre pour ses armes originales mais puissantes et adaptées à chaque client. Ce dernier d'ailleurs déclare que c'est lui qui a forgé les épées de la garde de l'auvent du Kanto, et donc cela montre que Masamune n'a que faire du conflit actuel, il conçoit des armes pour qui le demande,
c'est un vrai businessman. D'ailleurs, Tokiyuki le comprend très bien. Quand Masamune lui demande des nouvelles, il dit juste que oh, mon clan s'est juste fait massacrer, et deux trois bricoles comme il dit, alors que bon, il s'est quand même passé beaucoup de choses. Mais il dit clairement après, je pense que ça vous intéresse pas de toute façon. Et Masamune lui répond effectivement, moi ça m'intéresse pas. Tout ce qui m'intéresse, c'est de forger des armes. Mais bon. Mais cela dit, ces visites touristiques pourraient sembler n'être qu'une pause après de nombreux chapitres très chargés en action, mais je pense qu'il y a plus que ça quand même. Tout d'abord, il y a encore une fois, comme je disais, le sentiment d'accomplissement qui se prolonge avec cette visite de Kamakura, et je ne pouvais m'empêcher d'être heureux de voir toute la joie de Tokiyuki à faire visiter sa ville natale. D'ailleurs, Yusei Matsui le matérialise bien dans une case où l'on voit un Tokiyuki inondé de lumière. Cela sert aussi à faire dire à ses camarades que leur seigneur assure beaucoup une fois chez lui, mais je trouve que ça montre aussi très bien cette joie dont je parlais. Ensuite, cette visite de Kamakura est aussi intéressante car elle montre nombre d'endroits de la cité qu'on peut d'ailleurs encore voir de nos jours, pour la plupart. Donc si un jour vous vous rendez à Kamakura, prenez le tome 12 comme guide touristique, ça suffira. Mais le plus intéressant dans ce tour, à mon avis, c'est la rencontre avec Masamune, donc le forgeron, que j'ai cité un peu plus tôt, car en plus de voir qu'il est extrêmement talentueux, arrivant à forger une arme rien qu'en voyant une personne un court instant, il nous renseigne sur Kojiro et Ayako, même si ce ne sont pas des grandes révélations. Il remarque rapidement qu'ils sont tous les deux très fidèles à leur seigneur, mais qu'Ayako n'a pas l'arme qui convient à son style de combat puissant mais bordélique. Ça, c'est hérité de son père. Masamune lui forme alors une arme ressemblant à un rail de chemin de fer, littéralement, ça ressemble à ça, ça ressemble. Mais les coins sont extrêmement affûtés, et il faut avouer que ce style d'arme convient bien au style joyeusement sauvage d'Ayako. Franchement, Masamune, il a vraiment vu ça d'un seul coup d'œil, et c'est parfait, quoi. Je trouve que ça va parfaitement au personnage. Alors que pour Kojiro, il ne lui donne rien pour le moment, car il n'y a plus d'acier. Il faut dire que la barre de fer d'Ayako était quand même déjà assez imposante. Mais il déclare qu'il mourra avec son seigneur, tellement sa loyauté est extrême, et ça, c'est très bien vu. Encore une fois, il a encore capté parfaitement le caractère des personnages juste en les voyant vite fait, quoi. C'est assez incroyable. Tout cela, bien sûr, rend Tokiyuki envieux d'une arme pour lui, mais Masamune refuse, disant qu'il n'a rien pour lui pour l'instant, car selon lui, le jeune garçon n'a pas encore libéré tout son potentiel. Vu l'instinct de fuite déjà assez impressionnant de Tokiyuki, c'est un présage assez intéressant. D'ailleurs, Masamune le prouve bien en attaquant Tokiyuki sans prévenir, et ce dernier ne bouge pas d'un poil, prenant encore un bon plaisir à frôler la mort en ayant eu juste le temps de déplacer sa queue de cheval pour ne pas qu'elle soit découpée. Le tout dans une case encore très bien dessinée et mise en scène par Yusei Matsui. Le regard excité de Tokiyuki, regardant la lame toucher son cou, ça illustre parfaitement son aspect un peu fou, quoi. La dernière chose, le personnage de Shina est introduit. C'est une femme combattante qui a perdu tous ses doigts lors de la bataille de Kamakura en 1333 et ne peut donc plus manier de sabre à son grand désespoir. Tokiyuki et ses amis la rencontrent sur le chemin vers la forge de Masamune, et après avoir entendu son histoire, Tokiyuki lui propose de l'accompagner chez le forgeron légendaire qui, à la grande surprise de Shina, arrivera à lui concevoir un sabre qu'elle peut manier avec une de ses jambes. Encore une fois, Yusei Matsui me surprend avec son imagination, car il nous crée une arme digne du film assez délirant Machete, où l'un des personnages a une mitrailleuse à la place d'une de ses jambes. J'ai jamais vu le film, mais j'ai vu l'affiche, ça m'a suffi. c'est vraiment ça que ça me fait penser. Encore une fois, Yusei Matsui arrive à trouver un truc, il a l'imagination sans limite, c'est assez incroyable. Malheureusement pour Shina, elle ne peut pas encore intégrer l'armée Hojo, car Masamune lui dit que son arme n'est qu'un prototype, et donc il faut encore des ajustements, et surtout qu'elle s'habitue à cette nouvelle arme, parce que c'est quand même pas donné. Mais ce qui est amusant dans cette scène, c'est que Kojiro ne sent pas indifférent au charme de la combattante, et c'est là que Tokiyuki se met bien en tête de les mettre en couple. Il fallait bien que Yusei Matsui termine cette visite plutôt sérieuse par un peu d'humour. Pendant que Tokiyuki et les siens prennent du bon temps à Kamakura, à Kyoto, la capitale impériale, Takoji tente d'obtenir le titre de Seitai Shogun, que l'on appelle généralement juste Shogun,
Et si pendant l'époque de Kamakura, le shogun avait le pouvoir suprême, ici il n'a que, entre guillemets, parce que c'est déjà beaucoup quand même, le pouvoir sur les armées, mais c'est déjà un poste extrêmement puissant, comme je le disais, et l'empereur Go-Daigo ne veut pas le donner à Takoji parce qu'à mon avis il sent quand même son ambition et il n'a pas tout à fait confiance en le gaillard, et il a bien raison d'ailleurs, car en plus il sait très bien que s'il le donne, il sera plus puissant que lui, et ça, c'est pas un truc qu'il a envie tout de suite. Hein. Donc il t'a dit, je donnerai ça à mon fils, un point c'est tout. Quoi. Bon, Takoji ne fait que peu de cas de la méfiance de l'empereur et décide tout de même de partir pour Kamakura et combattre Tokioki, qui commence à agacer le pourtant très zen Takoji. Il est étonnant, d'habitude il garde sa composition, et là on sent que le petit Tokioki, ça commence à l'ennuyer quand même. Hein. De retour à Kamakura, les armées Hojo se reposent avant le départ pour Kyoto, qui est prévu pour le lendemain. Les troupes les plus fraîches, dirigées par le jeune Nagoe, se sont rassemblées dans le bâtiment du Grand Bouddha, sans se douter qu'à l'extérieur, un drame se déploie. En effet, Sasaki Doyo et sa fille Mima, qu'on avait pu vu depuis l'arc de Kyoto, juste avant le début de la rébellion Nakasendai, ont défoncé Takoji et se sont infiltrés dans Kamakura. Mima déploie alors son énergie divine pour déclencher une puissante tempête, le tout dans 2 cases impressionnantes d'impact, Mima faisant vraiment peur et son déploiement de puissance est épatant. La tempête qu'elle déploie est tellement puissante que le robuste bâtiment du Grand Bouddha n'y résiste pas et s'effondrera avec les soldats à l'intérieur, causant une grande perte pour l'armée Hojo. C'est donc un excellent coup stratégique de Sasaki Doyo pour affaiblir les adversaires de son seigneur. Dans les faits historiques, il n'y a bien sûr pas de jeune fille au pouvoir divin pour invoquer une tempête, mais c'est une excellente idée de Yusei Matsui pour expliquer cette mystérieuse tempête qui a véritablement eu lieu au pire moment pour les armées Hojo. D'ailleurs, Yusei Matsui en profite pour expliquer que c'était Mima qui était à l'origine du fait que la mer s'est retirée juste quand Ita Yoshisada voulut passer le cap Inamuragasaki pour attaquer Kamakura par surprise en 1333. Yusei Matsui se moque d'ailleurs quelque peu de la légende de l'épée jetée dans la mer, et c'est assez amusant. Bon, si vous n'avez pas ces références, je vous invite à regarder la partie 3 des faits historiques du manga que j'ai publié il y a quelques temps. Là, j'explique un peu plus cette légende et la conquête de Kamakura par Ita Yoshisada. Mais justement, revenons à Kamakura, mais en 1335, où le coup porté par Doyo père et fille pèse lourd sur les armées Hojo, car les troupes fraîches de Nagoe ont été réduites de moitié. Cela n'entame pas l'ardeur et la confiance du jeune leader de ces troupes diminuées, qui part tout de même vers Kyoto pour créer de nombreuses forteresses le long du chemin entre la capitale impériale et Kamakura, dans l'idée de diminuer puis de détruire les armées Ashikaga. Les frères Miura, quant à eux, se placent à Hakone comme dernier rempart avant Kamakura, qui est défendue, elle, par les armées Hojo et Suwa. Une disposition assez impressionnante qui, personnellement, m'a donné confiance en la victoire Hojo, mais apparemment j'ai mal jugé la toute-puissance des Ashikaga de Kyoto, qui n'a rien à voir avec celle du frère de Tagoji. Il faut avouer qu'ils ont très fort. Mais avant cela, on a une courte discussion entre les frères Miura, on apprend que l'aîné, Tokiaki, a laissé son fils en otage à Tokioki pour ainsi gagner la confiance des alliés Hojo. Ça peut paraître surprenant, mais apparemment c'était une pratique courante à l'époque, même si c'était plutôt pour pouvoir mieux contrôler un vassal. Là, c'est un peu plus volontaire. À l'époque, c'était pas très volontaire. Ensuite, c'est là qu'intervint le choc. Le drame même, car soudainement, un soldat sonna l'alerte comme quoi les armées Ashikaga seraient déjà là. S'ils ont encore le plan de Yoshige en tête, cela a dû vous surprendre autant que moi, car avant les Miura, il y avait 4 forteresses Nagoe, mais autant à ma grande surprise que celle des Miura, les armées Ashikaga se sont bel et bien là avec en trophée la tête du jeune Nagoe Takakuni. Je ne m'attendais pas à ce que la victoire des armées Hojo soit éclatante et sans difficulté, mais que les armées Ashikaga conquièrent aussi rapidement les forteresses Nagoe, ça m'a fait un choc. Le pauvre garçon, on l'a pas vu très longtemps, et apparemment il n'a pas tenu le coup. Bon, le coup de Sasaki Doyo, forcément, n'a pas aidé. Et malheureusement, le drame ne s'arrête pas là, car malgré la puissance des frères Miura, et leur forteresse bien conçue, avec des alliés bien cachés dans les bois environnants, ils ne peuvent que constater leur cuisante défaite, tellement les frères Moronao, à la solde des Ashikaga, semblaient être un invincible rouleau compresseur.
Heureusement, les deux frères Miura arrivent à échapper à la mort et au Ashikaga, mais Tokihaki ne s'en sort pas indemne et décide de rester en arrière. On a alors droit à un dernier flashback le concernant, qui montre encore une fois toute la sagesse de Tokihaki, qui ordonne à Tokihaki d'envoyer son fils aîné chez les Ashikaga pour préserver ainsi sa lignée en cas de défaite au jeu. Apparemment, c'est aussi quelque chose qui se faisait à l'époque. Ce qui en rend très malin. Comme ça, on joue sur les deux tableaux, et si jamais il y en a un qui perd, eh ben, la lignée continue. Ça, c'est bien vu. Hachiro, donc le cadet des Miura, laisse alors son frère mourant et file vers Kamakura pour prévenir Tokihaki de ce qui vient de se passer. Une fois de plus, Yusei Matsui gère parfaitement bien la mort d'un personnage devenu important et nous sert deux superbes cases une fois encore. C'est à la fois beau et triste, en même temps, sans non plus trop en faire. Ça, ce que j'aime bien, c'est c'est bref, mais en même temps c'est magnifique. De nouveau, retour à Kamakura, on va y aller souvent. Hachiro a pu prévenir les armées Hojo et Suwa de l'arrivée des armées Ashikaga et a donc pu se mettre en ordre de bataille et se positionner face au fleuve Sagami. Si le premier attaquant est le frère aîné d'Imagawa, malgré sa puissance, les insaisissables s'en débarrassent assez vite, forts de leur expérience passée, leur coordination parfaite, une stratégie encore astucieuse de Fubuki et l'aide de la nouvelle arme d'Ayako qui détruit l'armure de Yorikuni sans coup férir. Cette première victoire flamboyante donne l'avantage aux armées Hojo qui foncent sur leurs ennemis et prennent rapidement le dessus. La défaite Ashikaga semble alors proche quand soudainement Takoji déploie une énergie divine si puissante qu'elle inonde le champ de bataille et pousse la majeure partie des armées alliées aux Hojo de se rendre au Ashikaga. Cela retourne bien sûr la situation complètement et les Ashikaga passent d'être au bord de la défaite à une victoire totale. Cela m'a une fois de plus beaucoup surpris, car bon, c'est toujours la manière de Yusei Matsui de justifier ce que les faits historiques ne peuvent pas, car en réalité, aucune source n'évoque pourquoi la majeure partie des alliés Hojo se sont rendus alors que la victoire était si proche. Bon, apparemment c'est un mystère, Takoji a gagné, c'est tout ce qu'on sait, quoi. Alors que bon, apparemment, c'était pas si gagné pour lui. Mais Yusei Matsui, lui, l'illustre avec une double page aussi splendide qu'un peu effrayante, mais qui fait son effet avec un Tokihaki en plus, tout aussi effrayé par cette débandade. Et pire encore pour Tokihaki, Fubuki, son stratège et mentor militaire, se fait happer par l'énergie divine de Takoji et s'est rendu à ce dernier. Fubuki est alors rapidement repéré par Ko no Moronao, qui décide de l'adopter. Fubuki passe donc du côté Ashikaga, et c'est aussi surprenant que la défaite au jeu. Ça, j'avoue que c'est un truc que je ne m'attendais pas du tout. Mais dans un sens, c'est un peu logique, parce que comme il a été à l'école Ashikaga au départ, apparemment, il était déjà sous l'influence Ashikaga sans qu'il le sache vraiment, quoi. Donc, ça sort pas de nulle part, mais c'est surprenant quand même. Donc, c'est la défaite totale pour les Hojo, mais Yorishige entend assumer cette défaite seul et demande à Tokihaki et ses insaisissables de fuir, mais pour une fois, Tokihaki refuse. C'est rare que Tokihaki refuse de fuir, alors qu'il adore ça. Car il ne veut pas laisser Yorishige à la merci des Ashikaga. Et c'est donc alors qu'on a droit à la dispute la plus violente entre Tokihaki et Yorishige, qui est un véritable déchirement, tant les deux ne se sont jamais véritablement disputés, et encore moins avec cette violence-là, quoi. Encore que Tokihaki fasse preuve d'autant d'autorité et de dire à Yorishige tu n'es pas mon père adoptif, mais tu es mon vassal, ça veut dire qu'il en a vraiment gros sur la patate quand même. Mais cependant, malgré les ordres de son seigneur, parce que bon, logiquement, Yorishige est sous les ordres de Tokihaki, eh bien le prêtre de Suwa est bien décidé à ne pas changer d'avis et déclare qu'ils auront alors tout lien avec Tokihaki, et c'est ainsi que le tome 12 se termine. Le cliffhanger de la mort quand même, c'est assez incroyable. En conclusion, ce tome 12 est assez spécial car je trouve les 6 premiers chapitres sont remplis de joie, d'allégresse, de visites touristiques tout aussi joyeuses. Et comme je l'ai dit plus tôt, personnellement, moi j'étais content pour Tokihaki car on a vraiment ce sentiment d'accomplissement et de victoire. Franchement, moi j'ai beaucoup aimé ces chapitres d'ailleurs. J'aime bien un peu l'étrange vie et puis on visite un peu Kamakura, c'est vraiment cool. Mais tout d'un coup, avec les 4 derniers chapitres, une fois que Sasaki Doyo et sa fille Mima arrivent, eh bien on bascule presque d'un seul coup dans l'opposé inverse. Rien ne va plus pour les armées Hojo.
jusqu'à la bataille du fleuve Sagami, où là, l'espoir de victoire totale est permis. Comme je l'ai dit, les armées Ashigaga étaient au bord de la défaite. Mais le dernier chapitre donc, de ce tome détruit complètement cet espoir, et on enchaîne les drames avec la défaite des Hojo, la défection de Fubuki, et la séparation de Hiroshige d'avec Tokiyuki. On ne peut pas faire plus dramatique comme fin de tome quand même. Donc on sent donc bien que là on est arrivé à un tournant important de l'histoire, comme je le disais au tout début, et que les conséquences de cette défaite perdureront dans le temps, et on se demande bien comment Tokiyuki va se tirer de cette situation absolument apocalyptique. Bref, c'en est fini pour cette review. Le prochain tome sortira le 21 juin, et donc la prochaine review sortira un peu après. Au revoir.